plaisir de vous retrouver à nos côtés, bien entendu, cette table ronde de grande qualité. Il reviendra. Cette table ronde sera animée, table ronde d'ouverture sera animée par Jean-Marc Vittori, qui nous accompagne depuis de nombreuses éditions sur la CTL dans le cadre de nos conférences. Un petit mot sur le format, puisque nous avons le plaisir d'avoir plus de 4500 participants à date sur cette Digital SCTL, donc c'est un franc succès, et ça prouve toute la solidité et la fidélité de notre filière, de cette filière de l'industrie de la supply, de la logistique et du transport. Nous remercions d'ailleurs tous nos clients, partenaires et amis de la presse également. J'en profite pour remercier également nos équipes qui ont travaillé pendant plus d'un mois sur cette opération, dans une période un peu délicate. Et puis, je profite, avant de laisser la parole à mon directeur général, je profite de remercier Alain Bagnot pour son soutien dans le cadre de cette initiative et ce projet ambitieux. Et enfin, je vous souhaite une excellente conférence d'ouverture. Merci à vous pour votre participation et je laisse la parole à Alain Bagnot désormais. Merci. Merci Thomas et je vous remercie toutes et tous au nom de RID Exposition. Aussi pour RID Exposition en France, en tous les cas, une manifestation qui se transforme en manifestation digitale. Mais effectivement, nous avons un public qui nous suit et ça, c'est important pour notre marché. Je vais lister tous nos invités de ce matin. D'abord, Madame Anne-Marie Drac, présidente de France Logistique, et dont la mission est si importante que nous en avons fait le thème de notre conférence d'ouverture. Votre mission, comment améliorer la compétitivité logistique en France. Et il y a beaucoup de chantiers en cours que vous soutenez avec toutes vos équipes. Nos chefs d'entreprise, grandes entreprises, M. Luc Nadal, président du groupe GEFCO, Henri Legouis, CEO de Bolloré Logistique. Vous avez été dans vos entreprises très impliqués ces derniers mois dans la mise en œuvre de toutes les supply chains pour assurer la livraison de médicaments, de masques, etc. Et vous avez démontré, c'est vraiment important, l'efficacité de vos expertises, de votre activité et l'importance pour le pays de s'appuyer sur ces grandes compétences. Je voudrais aussi citer M. Wolf de Voigt, président de STO, du groupe STO, président de la FEM, la Fédération européenne de la manutention. M. de Voigt interviendra pour parler de la logistique, c'est une des composantes importantes de notre marché, en forte croissance depuis ces dernières années. Et enfin, je souhaite remercier M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, cette première grande région logistique en France. Et je vous remercie, M. le Président, de votre soutien permanent à la chaîne logistique, dont vous savez qu'elle a un social de réussite économique. Merci à toutes, à tous. Et Jean-Marc, je vous laisse la parole. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette conférence d'ouverture virtuelle de la SCTL, SCT Live. Nous allons essayer de camper le décor très vite car le temps nous est compté. Nous avons tous vécu un moment extraordinaire avec ces 2 mois de confinement, mais ce moment s'insère dans une histoire plus longue où 3 mouvements bousculent l'économie. Le premier, c'est la mondialisation. Le deuxième, c'est la numérisation. Et le troisième, c'est l'écologisation. Ces 3 mouvements concernent au premier chef les activités de la logistique, du transport et de la supply chain. Et la trajectoire de ces 3 mouvements a été profondément affectée par l'épidémie et va aussi être profondément affectée par la crise économique que nous allons vivre dans les prochains mois. La compétitivité de la filière française va aussi être affectée, touchée, concernée. Et c'est ce que nous allons essayer maintenant d'analyser, de comprendre lors d'une session brève qui
devra donc ressembler davantage à une partie de ping-pong qu'à du tennis fond de cours. Certaines questions ont déjà été posées, je vous les transmettrai tout à l'heure dans un deuxième temps de ces échanges. Je vais commencer avec Henri Le Gouy. Donc, ça a été dit, vous êtes directeur général de Bolloré Transport et Logistique. Vous travaillez beaucoup à l'international, différents secteurs, différents pays. Alors, quelles leçons tirez-vous de ces 3 mois? Comment vont-ils infléchir ou vous confirmer vos choix stratégiques et votre position par rapport à vos concurrents? On peut dire que ces 3 mois ont été extrêmement intenses pour les équipes de Bolloré Logistics. Elles ont vraiment souligné la nécessité pour un prestataire logistique d'avoir une organisation résiliente, des équipes engagées, même par rapport aux risques sanitaires. Jamais une de nos 60 agences en France n'a fermé, on tient à le rappeler. Et ça, c'est lié à la capacité à chaque fois d'organiser rapidement du télétravail et aussi aux équipes, à l'engagement des équipes de terrain, sur les plateformes, nos chauffeurs qui ont été présents pour assurer la continuité. Donc, je crois que c'est vraiment la leçon à tirer, c'est-à-dire qu'une bonne supply chain, elle doit être agile, elle doit être résiliente, parce qu'il faudra se préparer à la crise, et elle se doit d'être engagée, parce que dans ces périodes-là, je crois qu'il n'y a pas de place à l'hésitation pour déployer des solutions rapidement. Est-ce que ça va vous amener à faire des choses différemment de ce que vous les faisiez avant? Ou est-ce que ça va vous pousser à accélérer sur certains changements que vous aviez engagés, envisagés? Effectivement, sur les changements d'organisation, je crois que ça a justifié le choix de nos investissements dans les zones portuaires et aéroportuaires, qui sont des solutions par excellence en période tendue. On le voit bien en termes d'activité pour être plus proche des flux internationaux, qu'ils soient aériens ou maritimes. Donc ça, c'est effectivement, on est très content d'avoir fait ces choix. C'est un moment questionné, d'être en proximité à bord de piste, à Roissy, quand il s'agit de monter un pont aérien qui nous a conduit à fréter plus de 150 avions sur 2 mois. C'était indispensable. On l'a bien vu. Être en zone portuaire, même si nos clients, je dois dire, ont été éprouvés par les grèves des premiers mois, ça a permis quand même de gérer leur surstock au mieux et d'écouler leurs approvisionnements dès que les commerces ont pu rouvrir. Donc, effectivement, ça, c'est des choix de fond. Et puis, je crois que ce que cette crise a montré, c'est qu'effectivement, il faut continuer à accélérer sur la numérisation, la digitalisation, mais à aucun moment, il faut sous-estimer la nécessité des acteurs, l'engagement des acteurs de terrain. Et moi, je salue toutes nos équipes, encore une fois, qui ont été présentes sur les plateformes, parfois en 3-8, pendant le temps aérien, pour assurer l'approvisionnement de la France en matériel médical. Ne pas oublier la ressource humaine et ne pas oublier l'aérien. Je crois que c'est un message par rapport à un mode de transport qui a été beaucoup discuté ces dernières semaines. Pour vous, c'est un message important de dire l'aérien, c'est pas tout, mais parfois on en a vraiment absolument besoin et c'est même vital. Luc Nadal, donc vous présidez le directoire de GEFCO, vous êtes surtout route et rail, et puis vous avez surtout des clients industriels. Comment vous avez vécu cette période? Quelles leçons vous en retenez pour vos choix d'avenir? Écoutez, je pense que la période a démontré la capacité des grands acteurs logistiques à assurer le service 24/24, 7/7, quelles que soient les circonstances. Tous les sites ont continué à fonctionner, certains ont eu une activité plus réduite que d'autres. Je partage pleinement ce qui a été dit par notre collègue de Bolloré Logistics, la proximité des ports, la proximité des aéroports et puis le sens du service des équipes. Nous sommes très impactés par le secteur automobile puisque nous sommes nés dans l'industrie automobile, mais ce que l'on peut dire c'est que l'ensemble de services ont continué à fonctionner, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'est agi d'approvisionner les industriels en masques et autres équipements pour leur permettre de relancer le service. Donc, cette crise, touchant du bois, ce que je crains, c'est qu'elle ne soit pas terminée sur le plan sanitaire et qu'elle rebondisse. Mais cette crise a eu un fort impact, mais elle n'a pas changé fondamentalement la nature et la manière dont nous exerçons nos missions. Les logisticiens, leur raison d'être, c'est d'assurer la supply chain tout temps, par gros temps ou par petit temps. Cette fois-ci, ça a été gros temps.
Et même chose, est-ce que ça va vous amener à faire des choses différemment? On a testé sous une forme un peu différente la flexibilité et l'agilité de l'organisation. Oui, L'organisation puisse dire. Présent. Je pense que l'aspect humain des choses est fondamental. Les équipes ont répondu présent. Elles ne sont pas renfermées sur elles-mêmes et elles sont restées sur le pont. Une partie d'entre elles, bien évidemment, en chômage partiel en fonction des besoins. Mais la continuité du service a été une fois de plus démontrée. C'était vrai au cours des crises précédentes. Vous savez, les 2 dernières années, vu de GEFCO, c'est une succession de crises. Qu'il s'agisse de la crise des gilets jaunes, des grèves SNCF, on a connu un ensemble de crises. Cette fois-ci, elle est mondiale, mais l'organisation a eu Alors, Jos de Voigt, vous présidez donc STO, vous allez avoir un point de vue un peu différent pour 2 raisons. D'abord, vous n'êtes pas un logisticien, vous êtes un fournisseur de la logistique, puisque vous êtes un spécialiste du stockage industriel. Et puis la deuxième chose, c'est que vous êtes très implanté dans beaucoup de pays européens et donc vous présidez la Fédération européenne de manutention. Pour vous, ce qu'on a vécu ces 3 derniers mois, est-ce que ça va accélérer des évolutions? Est-ce que ça va en contrarier d'autres? Comment est-ce que vous analysez l'impact de ce moment exceptionnel sur la trajectoire de la chaîne d'approvisionnement? Oui, donc je pense que ça va impacter sérieusement tout le monde, mais aussi donc la vie du supply chain. Nous voyons 2 tendances, de toute façon, qui étaient déjà là dans la logistique. Il y avait la tendance e-commerce, il y a de plus en plus e-commerce qui change quand même d'une façon révolutionnaire tout ce qui est supply chain. Il y a aussi beaucoup d'automatisation dans les centres de distribution. Et c'est justement ces 2 tendances qui sont, je pense, tout à fait renforcées par le Covid, par tout ce qui s'est passé, parce que le supply chain a été sous une forte pression. Et nous voyons que beaucoup de logisticiens veulent maintenant commencer à automatiser de plus en plus leurs magasins, parce qu'il y a eu quand même une certaine indisponibilité du personnel. Donc on voit de plus en plus encore que nos clients veulent automatiser leur magasin. Ça, c'est certainement une tendance à retenir. Donc ça, c'est sur le versant e-commerce. Oui. Et sur l'Europe, oui, je crois que, parce qu'on est ici en France, mais on a été confronté avec la même évolution partout en Europe. On a été, je parle maintenant plutôt comme nous, comme fournisseurs, nos sociétés ont carrément été arrêtées pendant le Covid. Comme on ne pouvait plus livrer nos systèmes de livrage, toutes nos équipes étaient un peu arrêtées, quoi. On pouvait plus on pouvait plus entrer chez les clients. Donc pour nous, c'était un peu plus différent que la logistique elle-même qui continuait à bosser tout le temps. Nous, on a été arrêtés pendant un bout de temps. Et ça, c'est partout en Europe. Oui, c'est un mouvement général, comme ça a déjà été dit. Anne-Marie Drac, donc vous présidez France Logistique, la plateforme de coordination des acteurs du secteur, qui est née dans la foulée du rapport Emard-Daher qui avait été rendu à l'automne dernier sur la compétitivité de la filière logistique française. Vous avez aussi connu le secteur dans des endroits très différents, puisque vous avez été ministre des Transports et puis présidente de la SNCF. Pour vous, qu'est-ce qui a changé dans la crise ? Qu'est-ce que ça a révélé? Qu'est-ce que ça a montré d'important pour la suite? Alors, d'abord, on peut dire qu'il y a un changement en quelque sorte positif, né dans la douleur mais positif. C'est que la filière logistique, qui a quelquefois du mal à se faire reconnaître, eh bien là, a été reconnue. C'est le moins qu'on puisse dire, son utilité, etc. Et je crois qu'on rendra jamais assez hommage au miracle de dévouement, d'engagement et puis aussi d'ingéniosité, d'agilité dont ont fait preuve les salariés, les entreprises et l'ensemble des organisations. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. Le point moins positif, c'est qu'évidemment, nos entreprises sont directement impactées par la crise économique chez leurs clients, de manière différenciée, bien sûr, selon les secteurs, mais l'avenir de la logistique française
et peut-être même de nombreux pays européens, c'est de grandes difficultés. Et puis le dernier point que je voulais dire dans cette introduction, je pense qu'on reviendra après sur numérisation internationale, etc., c'est que la notion de compétitivité apparaît vraiment extrêmement importante, parce qu'il y a assez peu de responsables qui se rendent compte que la logistique, d'une certaine mesure, est délocalisable. Si je prends un exemple, notre fiscalité ou notre réglementation sur les entrepôts n'est pas très bonne, eh bien, ils quitteront ou ne s'implanteront pas dans le territoire du président Xavier Bertrand si c'est plus intéressant de l'autre côté de la frontière. C'est un des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup avec les pouvoirs publics actuellement. De même, en matière de port, les flux ne choisissent pas, même si nos ports, au point de vue opérationnel, ont été vraiment formidables pendant cette période-là. Ce n'est pas toujours le cas, mais pendant cette période-là, il y a vraiment eu une très bonne efficacité. On n'est pas toujours choisi par rapport à nos ports concurrents. Donc voilà, une période de révélation, en quelque sorte, avec vraiment des choses remarquables, des difficultés à venir, et puis plus que jamais, me semble-t-il, cette question de la compétitivité française, la logistique française, ou française en général, dans un monde qui est très ouvert, hein, puisque en l'occurrence, on parle de mobilité des choses, et quand ça bouge, eh bien, c'est ouvert et il faut se comparer par rapport à nos concurrents. Bon, on va évidemment revenir sur la question de la compétitivité, mais auparavant, je voudrais entendre une première fois Xavier Bertrand. Xavier, vous présidez la région Hauts-de-France. Quand on regarde une carte de l'Europe, c'est évident que cette région est un hub assez naturel pour les échanges au sein du continent et aussi des îles britanniques, même si le Brexit se profile. Vous avez été très actif vous-même dans votre présidence sur les questions de logistique. Enfin, on connaît des présidents qui sont moins sensibles à la question. Qu'est-ce que vous tirez, vous, comme leçon vraiment du point de vue d'un acteur politique local important? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça doit nous amener à faire mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Bon, d'accord. Bon, moi j'étais pro-logistique, je pense que c'est la raison pour laquelle vous m'invitez aussi, avant la crise. Je ne le suis pas moins, je le suis beaucoup plus au sortir de la crise. Très clairement, on peut tirer un sacré coup de chapeau à la filière logistique parce que avec tous les problèmes qu'on a eu à gérer, on a eu à gérer à aucun moment de système de pénurie sur un certain nombre de biens et pas seulement les biens de consommation, les biens alimentaires, parce que là, la crise aurait pris une tournure encore plus complexe. Et encore une fois, c'est tout le secteur de la logistique au sens large qui a répondu présent. Les fameux deuxième lignes, j'avais utilisé l'expression très tôt. La question qui se pose, c'est, comme d'habitude, on a dit merci sur le coup, et oui. est-ce qu'on va savoir être reconnaissant et est-ce qu'on va savoir en tirer un certain nombre d'enseignements ou est-ce qu'on va à nouveau zapper et passer à autre chose? La deuxième chose, c'est une expérience personnelle. Je me suis lancé dans une aventure folle qui a consisté à doter chaque habitant de la région de masques chirurgicaux et de masques en tissu. Et j'ai passé des jours et des jours chez un logisticien pour voir comment je pouvais traiter près de 8000 commandes et acheminer dans 3800 communes. Et bien honnêtement, j'ai vu de l'intérieur, j'avais visité un certain nombre d'entrepôts logistiques, mais j'ai vu concrètement comment ça se passait. C'est un sacré boulot. C'est vraiment un sacré boulot où on a tous les aspects à gérer. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des process. Il y a bien évidemment des logiciels, tout ça, mais ça reste quand même avec une dimension humaine très forte. Et c'est ce à quoi je crois, c'est qu'on est dans un monde où il faut se moderniser, il faut se digitaliser, mais on ne fait pas disparaître les hommes et les femmes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, parce que vous le savez, je suis pro-logistique parce que je suis clairement pro-emploi. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce que l'on fait prendre conscience que clairement, il y a de l'emploi qui est à la clé, que d'autre part, on le dit depuis longtemps, il y a à la fois les questions de fiscalité, de réglementation qui en France doivent bouger, parce que ça a été dit, je crois que c'est Anne-Marie Hildra qui le disait, c'est aussi délocalisable. Et donc, il faut bien voir qu'il y a aussi des pays, c'est bien Anne-Marie Hildra qui en parlait? Oui, c'est moi. Oui. Oui. C'est délocalisable. Et il faut voir, moi, que, allez,
à 2 km des Hauts-de-France, j'ai des pays qui sont plus compétitifs pour des raisons de réglementation. Vous le savez, en 10 ans, on est passé de délai moyen d'instruction d'un dossier de 15 mois à 2 ans, alors qu'en Belgique, vous voyez, c'est très très loin la Belgique pour moi. Ben, c'est toujours 15 mois. Et là encore, là, il ne s'agit même pas de jouer les pleureuses et de demander de l'argent à l'État. C'est tout simplement qu'on prenne conscience qu'on a besoin de changer clairement cette donne. Alors, on aura l'occasion certainement de revenir sur la façon dont on peut continuer à développer et à favoriser le commerce avec les marketplaces. On parlera certainement formation, mais je l'étais déjà énormément avant. Je ne le suis pas moins, je le suis plus après. Quand vous dites au début de votre intervention là qu'il va falloir voir ce qu'on peut faire comme geste, quel serait le signal pour vous que ces gestes sont faits? Réglementation, fiscalité. D'accord. Okay. On parle beaucoup des impôts de production sur la production, mais il faut savoir quand même que sur les entrepôts en eux-mêmes, et il y a du monde à l'intérieur, ce n'est pas des robots et uniquement des chariots, il suffit tout simplement de visiter. Les systèmes de taxation qui existent font qu'il y a des pans entiers du territoire qui ne pourront pas accueillir d'entrepôts logistiques et des emplois qui vont avec à cause de la fiscalité qui pèse sur des grandes surfaces. Donc très clairement là-dessus, on voit bien que sur la question des impôts de production, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça et qu'on évite à chaque fois la tentation, vous savez, grosso modo dans chaque PLF, de vouloir réassimiler par rapport aux bâtiments de stockage, bâtiments industriels. Il faut chaque année se battre. Alors bon, on a des ministres qui peuvent parfois être compréhensifs, mais le jour où il y en aura un qui sera moins compréhensif, là, on va donner une bonne béquille à un secteur qu'on n'a pas besoin. Enfin, une béquille, vous savez, la béquille qui vous affaiblit le muscle, pas celle qui vous permet de rester debout. Ok. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées que je vais vous répercuter. Vous les prendrez peut-être en reprenant la parole. Comment faire pour éviter la concentration drastique du secteur dans un moment qui risque d'être compliqué? Quelle meilleure interaction entre acteurs privés et publics pour plus d'efficacité collective? Ça ira peut-être à Anne-Marie. La période Covid-19 a-t-elle fait apparaître plutôt des fragilités ou des forces dans la chaîne logistique française? Et on va peut-être maintenant creuser peut-être un petit peu cette question. Je voudrais vous demander, vous, Jos, vous voyez donc des entreprises dans des pays très différents. Cette question de la compétitivité qu'on se pose beaucoup en France, comment vous la voyez? Comment vous évaluez la compétitivité française? Je sais bien que vous avez certains de vos clients ici, donc c'est un petit peu difficile mais tout de même que principale force, principale faiblesse. Ouais, je pense qu'il y a deux choses quand on regarde les différents pays et je crois que M. Bertrand l'a dit aussi. C'est très important quand on parle de logistique que vous créez une sorte de cadre qui permet des gens à travailler très flexible. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est logistique, e-commerce, c'est 24/7. C'est 7/24, donc il faut que ça travaille le week-end, les vacances. Et pour ça, il faut un cadre légal qui le permet. Ça, c'est une chose. Et là, on voit clairement qu'il y a des différences entre certains pays européens et je pense que la France n'est pas le roi, le champion à cette position. Par exemple, la Hollande, là, est très fort et donc est en train d'attirer beaucoup de centres logistiques e-commerce. Un autre point que je veux dire, et je reviens sur l'automatisation, par exemple, en Allemagne, on voit nettement plus de centres de distribution qui sont complètement automatisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de monde, mais qui sont quand même très fortement automatisés et ça réduit naturellement le coût de l'opération. Et je crois que ces deux facteurs sont très importants si vous voulez être plus compétitif en France aussi. Il faut plus automatiser, et il faut avoir un cadre légal. Et par exemple, au niveau automatisation, on voit qu'en France, on a toujours beaucoup plus de centres de distribution qui sont hyper conventionnels avec des chariots et avec beaucoup de monde. Il faut savoir aussi qu'avec les e-commerce, à un certain moment, il n'y aura pas assez de monde pour équiper tout ça. Il y a les grands centres de e-commerce, des picking towns, comme on les appelle, où il y a dans des périodes de saison, il y a 2000, 3000 personnes qui font du picking. Et il faudra les trouver. Et donc, les gens vont investir où on trouve 3000 personnes qui travaillent 24/7. Et donc, oui, je vais un peu là-dessus. C'est le cadre légal et c'est automatisé pour être plus compétitif. Oui, sans penser que l'automatisation se fait forcément contre l'emploi. J'ai entendu un grand logisticien dire une fois, on va automatiser, donc on va pouvoir avoir plus de monde parce qu'on sera beaucoup plus... Exactement. Je pense qu'il faut sortir un peu du cercle que automatiser veut dire qu'il y a moins d'emplois. C'est un autre emploi, mais on va attirer exactement des investisseurs parce qu'on puisse automatiser. Xavier, je vous voyais... Oui.
Juste un point, je pense qu'il faut être très clair sur la partie pédagogie. Parce que les élus qui sont pour la logistique, je le suis, c'est aussi très clairement parce que ça crée de la valeur et ça crée de l'emploi. Donc, il faut faire très attention quand on parle d'automatisation. Il y a la partie digitalisation. C'est comme la partie de digitalisation de l'industrie. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais si vous n'êtes pas pédagogue, le débat qu'il y aura, c'est oui, d'accord. Donc, on va remplacer les hommes par des machines. Donc, si vous ne posez pas les choses très clairement dès le départ, là, je pense que ce sera très compliqué d'avoir un avenir de la logistique, même avec les élus qui y sont favorables. Faites très attention à cette partie pédago. Anne-Marie, sur l'évolution de la compétitivité de la filière, après le choc qu'on a vécu et qu'on va vivre, celui qu'on va vivre aussi dans les prochains mois, qu'est-ce que vous voyez d'important? On entend beaucoup parler de verdissement et ça a été peut-être une des surprises face à une crise sanitaire d'entendre beaucoup parler de verdissement de l'économie. On l'a vu en France évidemment encore ces tout derniers jours. Est-ce que ça peut aussi être une chance ou un frein à l'amélioration de la compétitivité de la filière française? D'abord, je voudrais souscrire tout à fait à ce qu'a dit Xavier Bertrand, à tout ce qu'il a dit, mais en particulier au fait qu'il y a un risque qu'après nous avoir applaudi en tant que seconde ligne, que ce soit un peu un feu de paille et puis qu'on revienne aux errements anciens. Et donc, ça faut faire extrêmement attention parce que les errements anciens, ils ne sont pas forcément spectaculaires. Ça peut être des tas de bouts de réglementation qui viennent se rajouter ici ou là et qui rajoutent encore un mois ou 2 mois, ou en tout cas de la complexité et des coûts par rapport à nos compétiteurs. Bon. Donc là, il faut vraiment faire extrêmement attention. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de compétitivité, il y a 2 choses qui vont se présenter principalement, vu du point de vue des politiques publiques-privées dans lesquelles j'interviens en ce moment. La première chose, c'est la question de maillage. Il me semble qu'on va avoir à réfléchir à des maillages différents. Que l'on parle d'e-commerce B2C, c'est-à-dire donc de logistique urbaine, il y a des questions de maillage fin. Que l'on parle éventuellement de localisation différente ou de modification des politiques de stockage et de diversification des fournisseurs, en particulier des fournisseurs internationaux. Bref, ça aussi, ça veut dire un maillage différent. Des zones d'entrepôt, quand il y a des zéro stock ou quand il y aura plus zéro stock, c'est pas exactement la même chose. Et de même, il faut regarder sur les ports et pour ce qui les concerne les aéroports, où pour l'instant on fonctionne avec des charters, mais enfin bon, peut-être qu'on va finir par repartir avec des vrais avions, si j'ose dire, avec des soutes. Il va falloir réfléchir à comment on organise, j'allais dire du local au global, quelque chose qui va sans doute être différent, même si on a du mal à le discerner. Pour le e-commerce et la logistique urbaine, c'est un peu la prolifération de bonnes idées, mais on commence à avoir quand même quelques idées. Bon, ce que vont vouloir dire les modifications de politique de gestion de stock et d'appro, ça je ne sais pas. Mais je suis sûr que ça va avoir des conséquences sur le maillage et donc sur les politiques locales, sur l'attractivité pas simplement française, mais locale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas quantité d'élus qui sont aussi pro-logistiques que Xavier Bertrand. Et ce que nous craignons un petit peu, c'est qu'on redevienne l'entrepôt qui est dangereux ou, pire encore, le camion qui pollue, même si c'est de moins en moins vrai. Bon. Donc je pense que là, il faut continuer à avoir une vision d'ensemble et une vision positive. C'est une filière industrielle, une filière de production. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé France Logistique et que j'ai accepté de la présider pour pouvoir avoir un dialogue, je dirais, de haut niveau avec les pouvoirs publics. Ça, c'est pour la partie maillage. Et puis, deuxièmement, il y a le sujet verdissement. Sur le sujet verdissement, bien entendu, ça fait longtemps que la logistique est engagée là-dedans et qu'elle va continuer à l'être. Alors, il y a des interrogations, je trouve, sur les questions. Aujourd'hui, les 2 vecteurs de verdissement, c'est la massification principalement et puis les motorisations. Sur la massification, c'est vrai que les tendances qu'on évoque rapidement, que j'ai mis sous le terme valise de maillage, ça ne va pas forcément dans le sens de la massification, surtout quand on a des préjugés à l'encontre de certains types de véhicules. Donc nous sommes très favorables au transport combiné et nous espérons bien que dans la politique ferroviaire,
il y aura des sillons réservés, des sillons de bonne qualité, pas trop chers, et du transport combiné avec tout ce qui va avec, sans rentrer dans trop de détails, techniques. Bon. Il y a aussi évidemment la voie d'eau, et c'est très intéressant de voir que certaines interprofessions, chargeurs, céréales ou autres, intègrent complètement la voie d'eau, mais ensuite évidemment les chaînes ultérieures d'approvisionnement pour avoir une vision globale de leur chaîne logistique qui est pratiquement intégrée dans leur chaîne industrielle, si je puis dire industrielle, en parlant de céréales. Ensuite, il y a tout un sujet concernant l'usage des sols. Parce qu'il peut y avoir des contradictions entre vouloir du verdissement, mais être un peu réticent par rapport à l'usage de certaines friches ou de certains terrains. Quand je dis réticent, c'est réticent en termes réglementaires ou fiscaux. Hein, toujours pareil, on a la réticence assez caractérisée dans notre pays. Bon. Et avec quelquefois des contradictions entre les questions de sécurité, qui évidemment sont prioritaires pour l'implantation d'établissements, quels qu'ils soient, bon. Et puis certaines questions d'environnement, et en particulier, nous travaillons beaucoup avec les pouvoirs publics sur ces questions artificialisation des sols, jusqu'où, comment. Il y a bien entendu des sujets du type photovoltaïque, etc. Oui, je vais rapidement. Bon. Sur les motorisations, je dois dire que ce que nous aimerions, au-delà des efforts déjà très entrepris par les professionnels, en l'occurrence je parle du transport routier, c'est avoir une feuille de route à peu près claire, si vous voulez. Parce que autant pour l'automobile, bon, on a compris, voilà, c'est électrique. Bon. Autant pour les motorisations, on dépend de ce que nous fournissent nos fournisseurs, qui, by the way, qui par ailleurs ne sont pas des entreprises françaises. Bon. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sur lequel on essaie d'avancer avec la ministre de l'Environnement, avec le ministre des Transports, sur ces questions-là, à 10 ans. Quelles sont les bonnes motorisations? Quelles étapes faut-il prévoir? Quels sont les coûts? Quelles sont les conditions d'opération avec l'hydrogène, avec le gaz, peut-être de manière intermédiaire, que sais-je. Bon. Donc, il faut vraiment travailler sur les deux plans, ce que j'appelle la partie territoriale, locale, et autour de la massification maximum, et puis la partie plus d'innovation, en particulier en ce qui concerne les moteurs. Bon, mais l'innovation étant évidemment transverse à tout ce qu'il faut faire. Innovation pour les clients, évidemment. Alors Luc, massification, motorisation, ça fait partie évidemment de vos réflexions stratégiques. Est-ce que ça peut améliorer la compétitivité de la filière française? Moi je vois quatre axes d'amélioration. Je pense qu'il faut revenir sur les questions de fiscalité et d'impôts de production. Xavier Bertrand l'a dit très clairement, Amir Hidrac aussi. Il faut stabiliser ça, il faut mesurer la compétitivité de la France par rapport à ses voisins européens et s'adapter. Et moi, je préférerais payer plus d'impôts sur les sociétés, sur les profits de GEFCO, plutôt que de payer des impôts de production avant même d'avoir commencé à travailler. Le deuxième point, c'est la compétitivité des ports et de leurs dessertes. Ça veut dire compétitivité physique, réglementaire et fiscale, parce qu'on sait aujourd'hui que des chargeurs approvisionnent la France en utilisant les ports d'Anvers pour des raisons strictes de fiscalité et de paiement de TVA, de débours de TVA. Je ne suis pas expert de la chose, mais pour avoir été opérateur de transport combiné et avoir cherché à comprendre pourquoi Le Havre n'était pas plus attractif que Anvers, je suis très rapidement tombé sur des questions qui n'avaient aucun rapport avec les flux physiques eux-mêmes, mais les flux financiers et administratifs. Et ça, il faut qu'on le traite. Ce dont je vous parle, c'est d'une expérience qui remonte à l'époque où Madame Hidrac était présidente de la SNCF. Avec tout le respect que je lui dois, ça fait quand même quelques années, ça fait plus de 10 ans. Mais ça nous rajeunit. Là-dessus, on doit pouvoir travailler. Le troisième aspect, c'est décarboner le transport. Aujourd'hui, en France, on a de l'énergie renouvelable, mais on a aussi de l'énergie nucléaire. Alors, elle est débattue. Le problème, c'est que nos centrales ne tournent pas.
On pourrait très bien faire tourner nos centrales, y compris dans les creux de charge, et produire de l'hydrogène. Vous avez vu que les Allemands investissaient des milliards d'euros sur la technologie hydrogène. On n'a aucune raison de ne pas positionner la France là-dessus. Et moi, je rêve d'une France qui se doterait de terminaux où les transporteurs apporteraient leurs remorques et où des camions à hydrogène ou électriques feraient le parcours sur le réseau autoroutier et charge au transporteur de récupérer sa remorque à l'autre extrémité du réseau, si possible européen, plutôt que seulement français. C'est une alternative au transport combiné qui connaîtra de toute manière des limites. Je pense qu'on doit projeter le pays dans une autre ère décarbonée, ce qui permettrait également de renforcer le pavillon français, puisque le pavillon français a été lourdement impacté par l'ouverture de l'Europe aux pays de l'Est, parce que sur la longue distance, les concurrents des Français sont beaucoup plus compétitifs. À partir du moment où vous avez un réseau de convoyage de remorques par camion autonome sur réseau autoroutier, la valeur du transport redevient locale. Et les opérateurs de transport sont ceux qui, en contact avec le client, vont assurer les prestations de collecte et de desserte. Voilà comment je vois l'avenir de nos métiers. Donc du court terme, avec des problématiques de fiscalité et de réglementation, et puis sur le plus long terme, décarboner le transport et le rendre autonome là où il peut l'être. Et à ce moment-là, ça requalifie la France dans des conditions de profitabilité, d'efficacité qui sont assez différentes de celles qu'on voit avec ce qui. Oui, alors la position de la supply chain en France ou de la logistique en France, elle s'inscrit à l'aune de ce qu'est l'industrie en France. C'est-à-dire que notre force de frappe, elle est aussi dépendante de notre tissu industriel. GEFCO est international, donc je pourrais parler de comment nous opérons à l'étranger, mais si on parle de notre territoire national, un des enjeux pour nous, logisticiens, c'est de voir les industriels se développer et donc investir dans le camion autonome de demain ou le camion électrique de demain. Aujourd'hui, Mme Hydrac vient de nous dire qu'effectivement, elle a complètement raison, les fabricants de camions sont massivement européens mais étrangers. Rien n'interdirait une initiative sur le camion électrique ou le camion à hydrogène. D'ailleurs, les Italiens le font, je crois que c'est Iveco qui investit avec des partenaires sur le camion à hydrogène. Il faut que la France, et il n'est pas trop tard, se saisisse de ce genre d'opportunité. Xavier, je vous voyais réagir. Oui, je ne peux pas redire ce qui a été dit. Il y a un risque que l'on a devant nous, c'est sur le principe de non-artificialisation des terres, où ce principe-là, notamment, risque de poser un sérieux problème au développement de la logistique dans les années qui viennent. Et pour montrer que la logistique n'est pas du tout en dehors du mouvement de transition énergétique, du mouvement écologique, je pense qu'il y a toutes ces parties sur l'énergie à l'intérieur de ce qui se passe dans les entrepôts logistiques, de ce qui arrive dans les entrepôts logistiques, mais je serais aussi à parler des toitures des entrepôts logistiques. Je pense qu'en tenu des surfaces, il y a vraiment quelque chose à faire sur le développement du photovoltaïque. Moi, je plaiderais pour qu'en plus, bien évidemment, on ait une filière européenne, pour ne pas dire, bien évidemment, française en la matière. Je pense qu'il n'est pas trop tard, mais le photovoltaïque ouvre de vraies perspectives. Moi, j'ai dans la région des professionnels de la logistique qui font ça alors sur des surfaces qui ne sont pas symboliques, ça a de l'allure et ça montre que la logistique a vraiment compris le mouvement. Ça renchérit certainement. Après, il y a les questions d'économie qui reviennent au fur et à mesure et sur du moyen au long terme, mais ça a vraiment du sens. Oui, si je peux dire un mot là-dessus, en réalité, le photovoltaïque, je partage l'objectif, ça produit de l'électricité au-delà des besoins des entrepôts en question. Et donc, on retombe à nouveau sur des sujets réglementaires et économiques qui le prix d'achat. Voilà. Et donc, c'est vrai que sur ce terrain logistique, comme l'a dit aussi Luc, beaucoup des sujets sont publics-privés, parce qu'on est sur des décisions administratives qui ne relèvent pas toutes des collectivités locales. Sinon, quand on tombe sur des gens dynamiques, ça pourrait être plus facile.
J'avais travaillé une fois sur un sujet totalement différent qui était le lait, parce que je me suis demandé pourquoi l'Allemagne exportait plus de fromage que la France. Oui. L'une des raisons, c'est le prix du lait, et l'une des raisons pour lesquelles le lait est moins cher en Allemagne qu'en France, il y a des raisons sanitaires, mais il y a aussi le fait que le producteur de lait allemand a pas mal d'argent qui vient de ses panneaux solaires sur ses entrepôts. Et on voit bien donc la nécessité d'avoir une vision globale qui ne peut pas être seulement la vision d'acteurs privés. Henri, je ne vous oublie pas, on a parlé des ports, on a parlé. Comment est-ce que vous voyez les chances de la France de pouvoir améliorer la compétitivité de sa filière logistique moi, je voulais dire, en tant que chef d'entreprise, avant de se projeter sur l'après-crise, il faut déjà sortir de cette crise. Et effectivement, la logistique a retrouvé la reconnaissance qu'elle méritait les derniers mois. Il ne faudrait pas la perdre dans les mesures de soutien sectoriel qui vont être mises en place. Il faut savoir que les logisticiens ont investi considérablement pour soutenir quelques champions industriels français, je pense notamment dans l'aéronautique, dans l'automobile. Aujourd'hui, on est à ce titre concerné et affecté par la crise des secteurs et qu'on a besoin de support, j'allais dire, avant de passer les prochains mois dans ces secteurs. Parce que demain, c'est des acteurs pour dire, on le fait tous, mais il ne faudrait pas qu'ils perdent tout ce que leur apporter les logisticiens dans leur développement à l'export ces dernières années. Ça, je pense que c'est effectivement une préoccupation qui est clé, qui ne perd pas les compétences qu'on a mis en place pour soutenir les champions français. Et pour ce qui concerne l'après-crise, effectivement, le développement, je crois qu'il y a un certain nombre de paradigmes qui sont évolués. Je pense que notamment sur les terrains, on va trouver un système commercial d'image qui va tellement changer. On n'est pas obligé de faire des bénéfices pour la terre agricole, c'est évident. Il ne faut pas rater le virage stratégique de l'automatisation, pas au détriment de l'emploi. Et effectivement, il a été initié par l'Europe du Nord, c'est la première qui a eu une pénurie de main-d'œuvre. Cette pénurie se profilera également dans nos métiers, on vient avec donc il ne faudrait pas, par peur de détruire l'emploi, rater un saut technologique majeur qui sera nécessaire pour accompagner l'e-commerce. Ça, je crois que c'est très important. Et ensuite, effectivement, il faut verdir et améliorer la performance environnementale de la logistique. Mais pour ça, il faut d'abord des critères de mesure qui soient partagés au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que le scoring soit uniforme d'un pays à l'autre si on veut mesurer notre performance. Ensuite, il faut des solutions alternatives. On a vu cette crise que l'avion et la route étaient quand même toujours les vecteurs les plus agiles et les plus résilients en période de crise. Donc, avant de nous parler de solutions alternatives, ces solutions compétitives, efficientes, et malheureusement, on est encore loin d'avoir touché le but, donc il faut être honnête et je crois qu'il nous reste à apporter dans ce domaine. Et là, effectivement, nous, on a qu'un souhait, je pense que c'est le souhait de tous les grands groupes mondiaux, notamment aussi, c'est que leurs partenaires en supply chain contribuent pour améliorer leur. Il y a des questions donc, que je vais vous répercuter. Avant, je vais demander à Ios s'il voulait réintervenir, compléter un point sur ce qui a été dit. Oui, je suis d'accord avec la plupart de ce qu'on a dit. N'oublions juste pas qu'après l'euphorie logistique qu'il y a eu pendant le corona, parce que la scène logistique a solutionné beaucoup de problèmes, que maintenant, la logistique et notre évolution va quand même beaucoup dépendre de comment va se comporter l'industrie. Et l'industrie va suivre l'économie en général. Et je vois quand même que les dégâts sur l'industrie, ils sont gigantesques. On parle parfois de 2021, 2022, même il y a des gens qui disent 2023 avant que ça revienne à un niveau normal. Et donc, il faudra surtout supporter l'économie pour après aussi voir les fruits dans la logistique. Oui, c'est aussi surtout pas que la logistique dépend de l'industrie quand même. Oui, c'était le point de Luc Nadal, évidemment. Alors, question, que pensez-vous de l'idée d'une plateforme ouverte de partage des informations de suivi des colis entre tous les opérateurs logistiques ? Xavier, vous avez été, on ne peut pas dire que vous avez tenté de faciliter les choses à Amazon. Est-ce que c'est quelque chose qui est évident pour vous ? Non, moi, Amazon, on a le Vinplank, on a effectivement Amiens qui s'est installé quand j'étais en fonction. Ils n'ont pas demandé d'aide publique. Il y avait un aménagement de zone qui a été fait par l'ensemble des collectivités, mais qui aurait été fait autrement. Amazon ne demande rien de spécial. Amazon n'est pas tout à fait pour moi comme d'autres GAFA, dans la mesure où il y a des salariés, plus que dans d'autres GAFA, où ils payent effectivement taxes sur les salaires. Le vrai sujet qui se pose, c'est les questions de concurrence.
c'est des questions de concurrence. Et je pense que si on est dans un modèle où le seul modèle de développement de la logistique, c'est Amazon, là, je ne suis pas d'accord. Oui, mais on en vient à la question. On en vient à la question. Est-ce qu'on peut faire une plateforme d'un type totalement différent qui associe des acteurs Puis on a plutôt intérêt parce qu'autrement, il n'y aura qu'un seul modèle qui ne sera pas le modèle dominant, qui sera le domaine exclusif. Moi, je suis pour qu'il y ait une concurrence, qui ne soit pas une concurrence faussée et qu'on paye effectivement tous ces impôts en France. Donc, c'est vrai qu'Amazon, il y a plus d'emplois qu'il n'y en a, par exemple, sur un Google ou autre, mais toujours est-il que ceux qui sont là, notamment dans cette visio et autres, je souhaite notamment qu'ils puissent rester là et qu'on ait vraiment des modèles alternatifs. S'il n'y a qu'un seul modèle, c'est un drame. Moi, si je puis me permettre, mais peut-être parce que je commence à avoir atteint un âge canonique, je ne suis pas super excité par le e-commerce. Je ne suis pas super excité par le e-commerce en tant que citoyen. Je pense qu'on va vider nos cœurs de ville et que bientôt, on va passer 365 jours par an dans ta maison en télétravaillant et en recevant des colis achetés sur Internet. Donc, en soi, le e-commerce me pose question. Bon, cela étant dit, il y a deux aspects à votre question. Il y a la plateforme de e-commerce. Oui. Et là, effectivement, aujourd'hui, on a un monstre qui a pris une avance considérable. Et puis, il y a le deuxième sujet qui était celui formulé dans votre question, qui est la plateforme unique de suivi des colis. Il est clair que dans notre profession, on a un vrai enjeu de track and trace. Tout le monde veut suivre le cheminement des colis. Or, tout le monde sous-traite massivement à une multitude de transporteurs petits et grands. Et donc, se pose la question de la plateforme qui permettrait de faire converger l'information au service du client final. Je pense que ça, c'est une vraie question. Chacun prend des initiatives pour tracer ses propres colis avec ses propres fournisseurs. Or, il y a des milliers de transporteurs en Europe, en France. Avoir un dispositif unique sur lequel se connecter pour suivre ces colis serait un plus plutôt que d'avoir une gigantesque diversité de systèmes. Personne aujourd'hui, tout le monde dit qu'on fait super bien du track and trace, mais personne ne le fait très bien. Et donc je pense que là-dessus, il y a un travail, on peut faire une avancée technologique. Ce sera difficile de convaincre tout le monde de s'y rallier, mais je pense que ça a un vrai intérêt. Oui, attention. Anne-Marie, oui, Anne-Marie. Moi, ce que j'aime pas trop dans la formulation de la question, c'est qu'elle soit au singulier. Une plateforme. Bon, je trouve ça, c'est compliqué. Soit on tombe dans la domination avec les questions de concurrence, soit on tombe dans des monstres administratifs. Voilà. Mais c'est sûr que la question de meilleure interface entre les données et de meilleure normalisation européenne, d'ailleurs, sur les données, est absolument majeure. Actuellement, par exemple, on travaille au titre de la compétitivité des ports sur la digitalisation, la facilitation du suivi des flux, bon, sans pour autant imaginer un truc unique comme si on partait de rien. Voilà, donc le suivi, oui, pas forcément des trucs trop monopolistiques. Comme on sait faire en France. Voilà. Pour rebondir sur votre question, moi je pense que e-commerce, c'est pas forcément le modèle unique. Effectivement, omnicanal, par contre, assurément, il faut aider nos clients à les accompagner. Hein, donc, ça ne changera pas forcément leur stratégie de sourcing amont et d'approvisionnement, mais en tout cas, effectivement, sur la Smile, ça aura un impact majeur. Et par rapport à la plateforme unique, je pense que l'un des enjeux clés de la compétitivité, c'est fort de la reconnaissance, encore une fois, qu'on a eue ces derniers mois, c'est d'attirer des talents dans la logistique, de la recherche, des solutions effectivement digitales innovantes pour les adapter à nos métiers. Parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur les solutions de tracing, mais il nous reste du chemin à faire, il faut être objectif et honnête. Et c'est en attirant des talents et des jeunes qui pourront nous apporter ces compétences qu'on pourra progresser. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'optimisation des flux, et notamment dans les villes? Ah oui. Sur le last mile, sur le dernier kilomètre, à l'évidence. Hein. Aujourd'hui, dans la même rue, vous avez X livreurs donc on a un vrai sujet d'optimisation du dernier kilomètre.
Alors, il y a aussi beaucoup de questions qui tournent... Une seconde. Oui, Xavier. Juste une seconde. Oui, par rapport à ce qui a été dit, bon, moi j'ai toute une politique à la fois pro-logistique, mais aussi de revitalisation, mettant vraiment de l'argent frais sur les centres-villes et les centres-bourgs. Mais il y a quand même un aspect, c'est que je pense que les marketplaces, notamment, peuvent vraiment aider un grand nombre de commerces de proximité à drainer des clients supplémentaires. Et là, je pense qu'on a une véritable carte à jouer également. C'est pour ça que je pense que tout ce secteur de la logistique, toute cette logique du e-commerce, je ne veux pas relever le pont-levis et préparer l'huile bouillante. Je pense au contraire qu'il faut préparer un certain nombre de commerces de proximité, commerces de bouche et autres, à pouvoir avoir des parts de marché supplémentaires. Et ceux qui l'ont essayé, vous seriez très étonnés du profil, sont vraiment revenus complètement enchantés. J'ai toute une partie sur le Hainaut, le Valenciennois, qui s'est lancé là-dessus avec la Chambre de commerce. Ils sont emballés et il y a du business à la clé. Donc il y a aussi plusieurs questions qui tournent autour du fret ferroviaire. Est-ce que si on fait du verdissement, est-ce que ça va revenir? Est-ce que davantage? Qu'est-ce qu'on peut vraiment regarder en la matière? Je vais commencer même par vous, Luc, parce que vous êtes né un peu là-dedans. Oui, moi j'aime beaucoup, pour avoir été patron d'un opérateur de transport combiné et puis à un court moment de ma vie, patron du fret à la SNCF, j'ai eu une attache forte avec le mode ferroviaire. Aujourd'hui, GFCO transporte beaucoup de voitures par mode ferroviaire. Et lorsqu'on analyse la compétitivité du mode ferroviaire par rapport à la route, on aboutit à des conclusions qui doivent rendre tout le monde modeste. Et c'est absolument pas lié à la compétitivité de notre opérateur historique national. C'est vrai également pour les nouveaux entrants. Donc le mode ferroviaire a un avenir pour le transport de quantités extrêmement importantes de marchandises et massives. Il n'y a pas de débat sur le transport de granulats, il n'y a pas de débat sur le transport de céréales, des choses comme ça. On peut avoir du transport combiné sur des axes extrêmement massifs où on a la certitude de remplir le train dans les deux sens. Mais ne faisons pas croire à la collectivité nationale que le mode ferroviaire va pouvoir prendre une part de marché sur la route. La réponse est non. Dans les conditions actuelles, c'est non. C'est pour ça que je défends l'investissement sur le camion électrique, le camion à hydrogène. J'aurais très bien pu avoir un autre propos en disant massifions les volumes sur les grands axes en utilisant le mode ferroviaire. Mais ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il y a les TER, ça passe pas parce qu'il y a les transports de voyageurs au niveau de chaque ville, et ça passe pas économiquement, intrinsèquement, même en utilisant les transporteurs les plus agiles. Donc, laissons au ferroviaire l'espace où il est véritablement compétitif, évacuer des conteneurs en masse à partir d'un port, transporter des céréales de la Beauce vers les ports, ça c'est parfait. En revanche, il nous faut trouver d'autres solutions en utilisant le remarquable réseau autoroutier et en rendant le transport propre et sûr. Là, c'est ma conviction sur le ferroviaire. Anne-Marie, un mot? Oui, je crois que Luc a tout dit. C'est à chaque mode son segment, son créneau. Dans un contexte où effectivement la France n'est plus tellement industrielle, mais beaucoup moins dense que nos voisins, et donc où chaque mode doit être compétitif sur son créneau. Et autant que possible intermodal. C'est intéressant. On n'a pas vraiment parlé des ports en tant que tels, mais sur chaque sujet, on dit et les ports. Voilà. Donc, Luc a tout dit. Bon, je vais remettre mes lunettes pour lire quelques questions. C'est plutôt des interpellations d'ailleurs. On ne parle jamais de la remise en... Oui, attendez, je dis juste quelques points. On ne parle jamais de la remise en état des sites après exploitation. Une normalisation des échanges informatiques est indispensable dans le transport et la logistique. Là aussi, c'est un chantier majeur. Le Covid a modifié durablement les modes de consommation et plus précisément sur les circuits courts et la logistique qui est associée. Donc, ce qui ouvre des perspectives de croissance de logistique urbaine. Comment favoriser les circuits courts et les commerces de proximité? Peut-être vous redonner la parole là-dessus, Xavier, même si vous avez commencé à en parler un petit peu. Non, je voulais revenir quand même juste un point sur la question des infrastructures. La question notamment dans un plan de relance qui pour moi est davantage un plan de
de diversification, même voire de reconstruction de l'outil industriel, est-ce qu'on passe à côté du développement des infrastructures? Parce que c'est quand même ça la question. Il ne s'agit pas de faire des infrastructures pour des infrastructures, mais des infrastructures, ça génère du business, de l'emploi, de l'activité. Vous le savez, donc nous on a repris le projet de Canal Seine-Nord-Europe, un projet à 5 milliards d'euros, et plus que les emplois pour creuser le canal, ce qui m'intéresse, c'est les plateformes, les ports intérieurs et donc la logique industrielle derrière. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas tout un enjeu d'infrastructure? Il ne s'agit pas de faire un énième rond-point, ça n'a aucun sens, mais il y a quand même plus intelligent à faire. Et là, je pense que derrière, ça sera générateur d'activité. Et je fais aussi la connexion avec les ports. Là, encore une fois, je sais pertinemment que malgré le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas un journaliste économique qui va me démentir, plutôt que de demander du pognon, il faut demander de la réglementation différente. Si sur les ports, on avait une sorte de zone franche réglementaire, vous inquiétez pas qu'on attirerait du business sans demander d'argent à Bercy. Hein. Effectivement, les ports sans statut de report modal, l'horizon semble bouché. Hein. Sur les infrastructures, je pense que l'infrastructure électrique sera essentielle. Aujourd'hui, les producteurs de voitures européens sont en retard par rapport aux leaders américains, mais pour peu qu'ils rattrapent leur retard, on va avoir un véritable enjeu de réseau de recharge. Donc si on élargit ça aux camions, on voit que ce n'est pas le vecteur qui va être le problème, le vecteur de transport, ça va être la capacité de recharge. Donc on a des investissements en matière d'infrastructure significatifs à faire dans le pays. Hein. Et de ce point de vue-là, regardez, je ne vais pas le nommer, mais regardez le constructeur américain qui fait des jolies voitures, il n'a pas seulement fait des voitures, il a fait un réseau de recharge. Si je parlais anglais, je dirais comprehensive, c'est-à-dire couvrant l'ensemble de l'Europe, qui vous permet de vous déplacer à travers l'Europe de manière tout à fait efficace. Alors là, le secteur de la logistique et des transports doit aussi nous donner des indications à nous, les élus, vers quoi il faut se tourner, quels sont les bons modes de partenariat public-privé. Je pense notamment aux stations GNV à court terme. Je suis en train de mettre en place, moi, une sorte de corridor de stations multimarques et multistandards, notamment sur l'électrique. On est en train de réfléchir à l'hydrogène. Mais là, on a besoin vraiment d'avoir un travail conjoint. Je le fais avec le secteur des transports. Il faut que je le fasse davantage avec le secteur de la logistique. Quels sont les bons choix ? Je pense que cet appel sera entendu. Je voudrais qu'on termine cet échange en revenant sur le point de départ qu'avait évoqué Henri, qui est la ressource humaine, et un mot que Xavier Bertrand employait, qui est la formation. Dans ce monde qui va changer, dans ce monde où la compétitivité doit être rétablie. Vous êtes dans vos entreprises généralement très actifs sur les questions de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont les priorités? Si je peux dire un mot, évidemment, les questions de compétences sont complètement dans les principaux axes politiques que nous essayons de développer à France Logistique et avec les pouvoirs publics. Évidemment. Avant la crise, on était dans cette situation où le problème sur toute la chaîne, c'était qu'on avait du mal à recruter. Trouver des chauffeurs et autres. On avait du mal à... Maintenant, malheureusement, comme il l'a été dit, compte tenu et de la crise et de la suite économique et chez nos clients, on risque de se retrouver dans une situation différente. Et pourtant, il faut les garder, les compétences, à la fois pour des raisons sociales, humaines, évidemment, et puis aussi pour pouvoir se projeter au moment où ça repartira. Donc nous travaillons en fait en deux temps. Un premier temps, c'est que nous avons demandé à l'AFT, l'Association de formation dans les transports, de faire à court terme, mais pour toute la chaîne, y compris y compris les compétences chez les chargeurs et les compétences chez ceux qui transportent pour eux-mêmes, qui ont une logistique intégrée, sur les compétences à court terme et celles sur lesquelles il faudra trouver des dispositifs sociaux pour garantir un minimum d'emploi. Et puis se projeter à plus long terme ensuite avec en particulier les questions de numérisation et les questions de transversalité entre les différents métiers, pas seulement les métiers logistiques, mais tous ceux qui contribuent à l'efficience de la chaîne.
Merci, ça me paraissait intéressant de terminer ces échanges sur ce point de la formation. Et moi, ce que je retiendrai de cette petite heure passée avec vous, c'est vraiment la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux et de manière beaucoup plus intégrée et ouverte peut-être qu'on a fait par le passé. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.